Si toi aussi, quand tu te promènes dans la rue, tu vois tes points de vie et la minimap en bas de ta vision. Si toi aussi tu fais comme dans l'infanterie, tu te tires ailleurs. Si toi aussi tu cherches deux serpents dans le même dessin, en face de l'un de l'autre mais ne faisant qu'un. Bienvenue à la zone geek. Eh oui, bienvenue à tous. Gilus, j'ai l'impression que ta référence est très très obscure. Pas du tout. C'est un des films les plus connus de l'histoire du cinéma. Mais rentrons directement dans le cœur du sujet. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial, Benzaï. Salut, Benzaï. Salut à tous, la zone geek. Oh Benzaï, comment vas-tu ? Écoute, ça va très bien. Je suis très agréablement surpris d'être sur un podcast francophone, parce qu'on m'invite pas souvent. Oui, c'est vrai que j'ai vu pas mal d'interviews de toi en anglais, mais voilà. Mais tu n'es pas un podcast français, car nous sommes belges, mais on va faire avec. Hein, j'ai dit francophone en soi. Oui. Tout à fait. Ah oui. Non mais c'est clair. Il y en a pas. Disons qu'en Belgique, je pense que il n'y a qu'un podcast qui parle de la culture geek, c'est Zone Geek. Oui. Donc voilà. En France, il doit y en avoir. En France, il doit y en avoir un peu plus, Benzaï, non ? Oui, il y en a quand même beaucoup plus, mais c'est déjà bien parce que vous êtes pas un peu en retard au niveau des connexions internet. Je veux pas trop remuer le couteau dans la plaie, mais il me semble qu'en Belgique, c'est pas non plus très en avance, non ? Parfois on doit manger dans des bocaux en terre cuite, mais à part ça. non, c'est ça. Non, franchement, je sais pas, j'ai jamais vraiment vu la différence. Donc, je connais pas. Excusez-moi, là je voulais pas démarrer. Non, c'est pas. Je rigole. Alors, pour te présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui écoutent la zone. Attends, tu crois qu'il y a encore des gens qui ne connaissent pas Benzaï ? Oh oui, au plein. Mais j'ai l'impression que ton public en général est plutôt anglophone. Oui. Bon, ce qui est finalement très logique. Oui, toutes tes vidéos sont en anglais. Donc voilà, donc pour me présenter brièvement, donc je m'appelle Benjamin Daniel, aussi connu sous le nom de Benzaï, et j'officie sur YouTube, mais plus particulièrement sur un site qui s'appelle tgwtg.com. That guy with the glasses. That guy with glasses.com, et quand je le dis avec un accent, personne ne comprend, parce que tout le monde a perdu. Mais aussi j'ai mon propre site qui s'appelle benzaï.com, enfin benzaï.com, benzaï.com.com, donc. Et donc moi, ce que je fais dans la vie depuis maintenant 3 ans et demi, ce qui fait peur quand je réalise que ça fait plus de 3 ans et demi, donc je teste des vieux jeux, je teste des vieux films, je fais des vidéos un peu farfelues sur YouTube en tout genre, mais toujours quand même très collé à la religion geek, on pourrait presque dire ça. Oui, exact. La sous-culture geek en tout cas. Une sous-culture dans le sens qu'elle est underground, donc très cool, donc la meilleure, donc en avance. Et donc moi c'est ma religion, c'est ma passion, c'est un style de vie. Et donc étant donné que j'étais très fan de ce qui se faisait en émission web TV par rapport au rétro gaming, par rapport aux films nostalgiques de notre enfance, etc. Je voulais faire partie de cet univers-là, je voulais faire partie d'une rédaction sur un site spécialisé là-dedans. Donc j'ai roulé un petit peu ma bosse sur ces networks-là, et j'ai fini par séduire le webmaster de The Guy with Glasses, qui m'a proposé une place à demeure. Et depuis 3 ans et demi, ça m'a fait... ça a vraiment été très bénéfique pour moi, vu que maintenant je m'en tire avec ça comme activité principale, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Cool. Je connais d'ailleurs pas mal de gens en France qui ont un succès bien supérieur au mien et qui pourtant galèrent pour se tirer quelques royalties, ça quoi. Est-ce que tu penses que l'un jour ou l'autre tu vas passer au français ou tu vas rester en anglais ? Alors quand j'ai commencé en fait à faire mes reviews, donc pour ceux qui ne suivent pas, par exemple, à force de suivre le Angry Video Game Nerd en américain, j'étais frustré en fait de voir qu'il n'y avait aucune nostalgie par rapport à l'Atari ST ou à l'Amiga. Forcément aux États-Unis, tout le monde avait les yeux rivés sur la Nintendo. Certains avaient un Amiga, mais alors fallait être très riche, parce que même en France, fallait être riche. Oh, l'Amiga, mais c'était génial, ça, c'était toute notre enfance. Ouais, là, il était incroyable. Alors, qu'est-ce qui coûtait cher ? Et donc, du coup, j'ai commencé à faire comme ça des petits tests à l'américaine, mais avec un petit brin de folie quand même rajouté sur des jeux Atari ST, Amiga de mon enfance à moi. Et bien, où est-ce que je voulais en venir avec ça ? Eh bien,
Ah mince, je suis désolé. Tout ça pour dire que finalement, dans 2 mois, tu seras le maître du monde. C'est ça que tu veux. Ah voilà, non. Et donc mon but en fait Non. c'était d'amener l'audience américaine à s'intéresser à ces ordinateurs, à la scène micro des début des années 90, qui n'ont pas forcément, qui a pas connu le même essor aux États-Unis à cause du monopole de Nintendo, on parle de 97% de part de marché quand même. Et du coup, quand j'ai commencé à faire mes premières vidéos, je voulais que mon show soit bilingue parce que je voulais que donc toutes mes premières vidéos, les 10 premières facilement, elles sont sous-titrées en français. Ouais, je me souviens. D'ailleurs, tout le monde râlait dans les commentaires. Je ne veux pas faire un peu mon fanboy, mais je te suis, à mon avis, depuis peut-être pas la première vidéo qui est parue sur Stadia The Glasses, enfin la première qui était dans la liste des vidéos sur la droite, là. À l'époque, c'était, je ne sais plus le nom du jeu, un espèce de Doom égyptien, là. Power Slave ou Exhumed. Ça, c'est la première fois que je t'ai vu. Suivant c'est la première qui est sortie sur la vidéo. Ouais, Benzaï, on peut te l'avouer, hein, donc dans la chambre de Gilus, il y a 2 posters. Il y a un poster de Splinter sortant de la piscine et un poster de toi. Vous ne mettrez jamais de Splinter. Hein. Habillé en Jedi, donc voilà, on peut le dire. Hein, Oh. Oui, chaque soir, j'embrasse les fesses de Splinter. Et donc, oui, pardon. Donc, voilà. Pour en revenir au public francophone, si vous voulez, le truc qui s'est passé, c'est que ça prenait de plus en plus de temps pour faire des vidéos, et j'étais de plus en plus gavé en fait à faire des sous-titrages. Oui, ça prend du temps. C'est chiant. J'ai fait après du sous-titrage pour d'autres boîtes françaises, notamment Alerte Orange, et du coup, j'avais pas envie d'en remanger une louche le soir. Quand il fallait que je travaille sur mes propres vidéos, donc je me suis dit bon tant pis, je vais faire de l'anglais parce que au final les francophones intéressés dans ce genre de truc suivent aussi les émissions américaines, donc ils suivront mon émission en américain. Et après je me suis peut-être un petit peu repenché sur la francophonie avec mon let's play de Heavy Rain qui a connu sa part de succès sur le web francophone. Il a été feature sur Dailymotion, etc. Et du coup c'était pareil, énormément de travail parce que c'est un let's play qui était scripté en américain, et puis ensuite après je le redoublais en français, donc là ça prenait encore plus de temps, c'était horrible. Je passais toute journée pour faire un épisode quoi. Et donc du coup je me suis un petit peu évincé on va dire de la scène française, mais vous avez pu me voir à la fin de la vidéo du tueur du grenier sur Dragon Ball Z par exemple, pour ceux qui oui, je me souviens. ceux qui suivent, mais peut-être que Benzaï reviendra sur la scène française avec d'autres idées, on va voir. En tout cas moi je suis en contact quasi permanent avec le joueur du grenier Frédéric, et puis je sais que pas mal de francophones m'aiment bien, notamment par exemple le réalisateur des Visiteurs du Futur, que j'ai appris qui regardait et suivait mon émission, donc Excellent. Excellent. J'étais très très flatté. Pareil pour Koopa de chez Koopa.fr, qui est un vidéomaker aussi, qui a sa petite communauté derrière lui. Donc si j'ai cette mini notoriété je parle bien sûr à l'intérieur des gens qui font la même chose, pas forcément en public, dans la francophonie. On va voir, peut-être pour s'y repencher quand j'aurai refait mon emploi du temps, parce que là je traînasse un peu des pieds. Mais ça va revenir dès que j'aurai bien la pêche, de bonnes idées pour un système francophone. J'essaierai de cumuler à la fois mes 2 vidéos par semaine en américain, et puis peut-être pas, pourquoi pas une déjà toutes les 2 semaines en français, ça serait pas mal. Waouh. Excellent. Mais justement, je voulais juste te dire, voilà, au début tu montrais des jeux que les Américains ne connaissaient pas forcément, et donc ton émission s'appelait, ce que tu faisais au début s'appelait Games You Might Don't Know, but I Still Pretty Damn Sweet. Je dis ça avec un magnifique accent extrêmement. Games You Don't Know, Et parfait. Bien, en parlant de ça, franchement, je dois te féliciter sur ton anglais, parce que pour arriver à discuter parfois de manière très poussée et argumentée en anglais, en parlant de films, de jeux vidéo, etc., il faut quand même avoir un sacré niveau d'anglais. Techniquement, alors certains ne le savent pas, mais en fait c'est marqué sur ma page Wikipédia. Mais je suis formé pour être enseignant d'anglais et de français en Angleterre, dans un pays anglophone.
Oui. So you need to speak English, Mr. Voilà. Banzai. Donc, et j'ai vécu un an en Angleterre, donc pendant que j'étais en stage d'assistanat à l'enseignement du français. Donc c'est un petit peu pour ça que je me démerde. Mais par contre, je dois dire que mon anglais, si vous prenez ma première vidéo par exemple, mon anglais est beaucoup moins naturel que ça peut être maintenant, où je fais une vidéo par exemple où je vais parler pendant plus d'une demi-heure du nouveau Conan avec un autre américain. Par exemple, Spoonie. Voilà, ce Spoonie One sur spoonieexperiment.com. Et ça débite, on fait un ping-pong qui est vraiment très rapide et à aucun moment il me demande de répéter. Et en fait, tous ces progrès-là en fait en anglais sont vachement arrivés justement grâce au fait que je me suis mis à travailler en anglais par moi-même, parce que c'est ce que je voulais faire, c'était un exercice incroyable. Et donc à force de produire, à force de discuter, à force d'être en relation avec des gens d'un autre pays, c'est là que j'ai fini en fait par avoir le niveau que j'ai actuellement, qui peut encore d'ailleurs s'améliorer. Oui, mais franchement, c'est déjà pas mal du tout. Hein. Tiens, je voulais te demander, quand tu reviens des États-Unis, est-ce que tu as ce que j'appelle la maladie de Jean-Claude Van Damme? Est-ce que tu as du mal à retrouver ton français? Est-ce que tu es une movie star? Est-ce que tu parles comme une movie star? Ah oui, énormément, parce qu'il y a pas mal de termes qui vont revenir. Surtout en plus quand tu traînes dans la zone geek, on va dire. Tu vois, quand tu vas parler de vocabulaire cinématographique, par exemple, voilà, un truc que je dis souvent, alors c'est très drôle, si vous parlez pas du tout anglais, et que je vais dire, tiens, ce film il était bien, mais la fin est quand même pas mal anticlimatique. Ah ouais, voilà. Oui. Ça ne veut rien dire en français, quoi. Qu'est-ce que c'est? Par exemple, nous avons ici... climatique, c'est pas un anticyclone le film, tu vois. Sauf les films, genre le jour du lendemain d'après, là, ou comment il s'appelle? Le jour d'après. Oui. Ça c'est un film anticlimatique. Ouais, d'accord. Mais par exemple, nous avons un Nurgle ici qui parle toujours du directeur d'un film, c'est le même exemple. Voilà, du directeur d'un film, donc ça c'est un anglicisme, et donc de l'anglicisme j'en fais beaucoup, et quand je suis en anglais, quand je suis aux États-Unis, je vais faire beaucoup de ce qu'on appelle de gallicisme, c'est-à-dire je vais utiliser des termes trop francisés en fait, qui existent quelque part dans le dictionnaire anglais, mais alors qui sont tellement en fait de la haute et d'un registre complètement différent de celui dans lequel je devrais parler, qui final en fait ça ressort comme un gallicisme et les gens me regardent bizarrement quand je vais utiliser ce mot-là, quoi. Et, par exemple, je sais pas, oui bon, j'ai du mal à retrouver un terme français qui est très très utile, que j'utilise beaucoup en anglais, qui finalement va pas être utilisé si souvent. Suspension of disbelief. Suspension of disbelief. Ouais, mais en français. Et donc, en tout cas, il y a l'inverse. Il y a l'inverse qui existe, et c'est vrai que quand je reviens en France, j'ai souvent le syndrome Jean-Claude Van Damme, qui est un bon syndrome, hein, parce que c'est l'interaction entre les langues, c'est quelque chose qui est rigolo, mais en soi, c'est très intéressant parce que ça prouve parce que de toute façon, le français de base emprunte déjà beaucoup à l'anglais et l'anglais emprunte déjà beaucoup au français. Donc pourquoi pas faire encore plus, surtout quand c'est pour faire des raccourcis de langue, parce que c'est clair. Oui. D'ailleurs, quand Nurgle éternue, en fait, on pense qu'il éternue, mais en fait, il fait des références au Bushman. Et de temps en temps, il inclut quelques mots en Bushman. Quoi? Parfait bilingue français Bushman. Voilà. Benzaï, j'ai une question à te poser justement par rapport à ça. Tu es fan d'un certain réalisateur qui s'appelle Paul Verhoeven, qui est hollandais, n'est-ce pas? Mm-hmm. Alors moi je connais bien ce réalisateur aussi, enfin pas personnellement, hein, mais je veux dire je connais bien sa filmographie, grand homme. Est-ce que tu préfères voir les films de Verhoeven en anglais ou est-ce que tu as quand même une nostalgie avec certains films en français? Parce qu'il y en a quand même qui fonctionnent bien en français. Hein. Alors est-ce que je me trompe? Est-ce que les doublages de films français sont les mêmes en France métropolitaine et en Belgique? Ouais, tout à fait. C'est les mêmes. C'est exactement les mêmes. Bon, alors, ce qui est sûr, c'est que moi, il y a des voix en fait qui m'ont marqué pendant mon enfance. Bon, si on prend Total Recall, Schwarzenegger. Forcément. Surtout qu'en plus, aux États-Unis, faut savoir que Schwarzenegger, je dis pas ça pour vous, mais peut-être pour les auditeurs, Schwarzenegger est pas mal un running gag, quoi. Vraiment sa façon de parler, etc. Tout le monde s'en moque, tout le monde dit c'est pas joué, t'as vu son débit, c'est de la merde. Listen to me very carefully. You are not you. You're me. No shit. You know who I am? I've seen you before. You're the asshole on TV. Right? Wrong. Alors qu'en français, il a un débit et une voix très classe. T'es un marrant, Sully. C'est pour ça que je te tuerai le dernier. Ne dérangez pas, mon ami.
Il est mort de fatigue. Oui, en fait, le doubleur est meilleur acteur que Schwarzenegger lui-même. Oui, C'est extraordinaire ça. C'est pour ça que du coup, moi, quand dans Conan il récite ses répliques ou dans Total Recall, j'y crois à mort et je trouve ça génial. Dans Terminator, c'est pareil, c'est pas du tout un macaque comme en parlent les Américains. Du coup, il y a pas mal de films comme ça que j'aime bien voir en fait en version française. Et d'ailleurs, tu vois, c'est aussi le cas pour les jeux. Je déborde un petit peu, mais tu parles de Starship Troopers, un jeu dont la BO s'inspire complètement de celle de Starship Troopers, c'est Gears of War. Mhm. Et là, j'ai acheté Gears of War 3, je l'ai acheté en import anglais parce que c'est beaucoup moins cher. Je l'ai trouvé à 43 € au lieu de 65 en magasin en France. Eh bien, mon Gears of War 2 anglais avait la version française intégrée sur le disque. Gears of War 3 version Royaume-Uni ne possède pas la VF et je suis très très déçu parce que c'est sûr la VO c'est l'original, blablabla, etc. Ça ne veut pas dire que c'est meilleur, ça je suis désolé. Il y a un travail monstre qui est fait sur la version française. Et surtout en France, on a vraiment une belle infrastructure au niveau des doublages, etc. Et on a une super industrie du doublage de tout temps, quoi. Si tu regardes le doublage sur des Disney, etc., il y a des chansons de Disney que je préfère entendre en français, et ça n'a rien à voir avec la nostalgie, parce que il y en a d'autres que je vais préférer en allemand, alors que j'ai jamais découvert ces films en allemand. Donc pour en revenir au film de Verhoeven, Starship Troopers, eh ben je l'ai jamais vu en VO, quoi. Et j'ai pas forcément envie de le voir en VO parce que la voix du sergent Zim m'a tellement marqué, la voix de Ratchet m'a tellement marqué que au final j'ai pas envie de me repencher sur ce film en les écoutant marmonner dans leur barbe, ce qui est souvent le cas en plus dans les VO. Ce que j'aime bien en plus, c'est qu'en VF t'as une clarté parce que forcément la voix est par-dessus, mais t'as une clarté finalement qui fait que y a pas mal de dialogues qui sont insignifiants en anglais que jamais tu vas réciter ou quoi que ce soit, qui finalement vont pas mal ressortir dans la VF, et du coup ça peut être un des dialogues les plus marquants, alors que ça va juste être ce que va dire un figurant derrière, dans un coin. J'ai pas d'exemple précis, mais c'est très très... Figure-toi qu'on avait fait justement une émission spéciale sur VO versus VF, et il s'est avéré que le film ultime pour ça en français c'était Ghostbusters. Ah oui, c'est celui où il y a le plus de répliques cultes en français, bizarrement. Mais c'est génial. Et d'ailleurs, quand j'en ai parlé avec mes amis américains, j'ai dit, vous savez, il y a un truc qui est rigolo, c'est que Conan, le mec qui a doublé Conan dans la version française de Conan, qui n'est pas le gars qui doublera ensuite Schwarzenegger dans ces deux films, c'est aussi le doubleur de Ray dans Ghostbusters. Oui. Et du coup, en fait, ils ont commencé. Et du coup, ce qui était marrant, moi j'étais avec Doug Walker, donc le Nostalgia Critique et Spoonie, et en fait, ils ont commencé à réciter du Ghostbuster avec l'accent américain de Schwarzenegger. Excellent. Ça va être bien marrant. It's a nuclear accelerator. Et j'ai là, non, mais vous avez compris ce que j'essaie de dire. C'est très très drôle. Mais je dois avouer que c'est un sujet moi qui me tient assez bien à cœur. Je ne suis pas à 100% d'accord avec tout parce que moi je suis assez VO. En fait, même les films que j'ai l'habitude de voir en français à l'époque, maintenant je les regarde en VO. Gilles, tu es l'ayatollah de la VO. Voilà. Mais bon, en général, ce que je dirais, c'est que il y a certaines répliques qui marchent mieux en VO et certaines qui marchent mieux en français. Mais pour revenir sur autre chose, voilà, tu parles de Doug Walker, tu reviens d'Autriche. Là, enfin, pas juste à l'instant, mais oui, il y a 2 minutes. Ça s'est bien passé, parce que j'ai vu quelques. Alors j'étais en Autriche il y a 25 jours à peu près. Ouais, ça s'est bien passé. Donc on a été invité là-bas par les vidéos. par Annie Night, donc qui est une convention geek exactement comme n'importe laquelle autre. Pas mal porté sur les animés, plus que la culture geek. Genre pas trop de ciné, pas trop de BD. Vraiment manga, animé. La salle de jeux vidéo d'ailleurs était minuscule, mais au final c'était la 2e année qu'on allait là-bas, ça s'est très bien passé. Ce qui est le plus intéressant en fait quand tu vas en Autriche, parce qu'en fait plus tôt il y a 2 mois j'étais en Irlande. Irlande j'étais moins surpris de voir des fans de mes vidéos, etc. Du moins des gens qui regardent, parce que fan il faut faire attention avec ce mot-là quand même un petit peu. Et du coup, je me dis, de toute façon, c'est leur langue, donc je parle dans leur langue, donc là, je les atteins directement. Alors qu'au final, je signe beaucoup plus d'autographes et je vends beaucoup plus de print d'ailleurs, parce que bon, il faut bien que je rembourse mon voyage. Eh bien, j'en vends beaucoup plus en Irlande, en Autriche, pardon.
en Autriche, le public est vraiment à fond la caisse là-dedans, quoi. Les mecs connaissent tout, ils ont vu toutes les vidéos, ils sont passionnés, ils comprennent tout, ils font l'effort de parler en anglais, et tu te dis, waouh, c'est incroyable, quoi. C'est vraiment la puissance de la langue. C'est vraiment très intéressant comme phénomène de me dire, il y a vraiment des fans hardcore, mais vraiment 100% pur jus, quoi, qui sont en Autriche, à Vienne, ou même il y en a certains qui venaient de Pologne et qui en fait ont un fan site de Glacis Poland où ils traduisent quasiment toutes les vidéos qui sortent. Oui, j'avais entendu parler de ça. Alors, et ces mecs-là connaissent tout, quoi. Ils ont vu tout ce qu'il y a sur le site. Je pense que tous les matins ils regardent les 7 vidéos ensemble, quoi. C'est un travail en soi, parce que regardez, moi j'essaie de regarder un maximum sur Zadier of the Glasses, mais oui, et c'est déjà un travail en soi. 8 vidéos par jour, il faut y dédier 2 heures par jour pour tout regarder. Encore, il y a certaines qui durent 2 heures à elles seules. Et voilà. Ma dernière vidéo où on joue au jeu Do You Like Honey Bunnies, qui est un jeu hentai, elle dure 2 heures, quoi. Et pourtant, je sais qu'il y a des gens qui ont regardé cette vidéo-là pendant 2 heures, parce que déjà dans les commentaires, il y a des gens qui disent j'ai regardé les 2 parties à la suite. Ça fait 2 heures. Waouh. Et je sais qu'il y a un mec qui a regardé ça, et derrière il a regardé les 5 autres vidéos qui sont sorties dans la journée, et le mec a passé 3 heures, 4 heures, rien que sur les vidéos du jour, alors qu'il a peut-être pas tout vu déjà de ce qui était sorti. Justement, en parlant de Horny Bunny, je voulais venir là-dessus. L'une de tes séries qui a l'air d'avoir très bien marché dernièrement, c'est GameFap. Et Let's Fap, qui est donc où tu fais des reviews de jeux hentai. GameFap. Oui, on t'a reconnu, Masturbate. J'ai pas les lunettes là sous le coude, mais c'est pas grave. Mais, donc oui, voilà, faut avouer que c'est quand même original et c'est bien fondard. Et j'avoue que j'ai bien rigolé dès les premières. Et ça a l'air, j'ai l'impression que ça a vraiment eu un succès soudain. Alors, GameFab a un succès qui est franchement monstrueux par rapport à mes autres séries. Alors ça, je me le cacherai pas. Alors forcément, il y a des gens qui vont dire, bah oui, mais c'est normal, tu parles de cul, les gens vont cliquer, c'est racoleur, blablabla. Ce qui est pas faux. Mais aussi le truc, c'est qu'on est sur un network américain, dans la culture geek, nostalgique, etc. Il fallait, pour moi, et c'était important quand même de commencer à parler un petit peu, même en rigolant, même avec un ton parodique de sexualité, de dire bon mais voilà quoi, c'est bon les mecs, on a tous plus de 18 ans, ou même de toute façon mon show est censuré, pourquoi on va pas parler de ces jeux qui sont hilarants, on va pas juste les censurer de l'univers geek, alors que énormément de geeks consomment du hentai, faut quand même pas se le cacher quoi, il faut que quelqu'un en parle quoi, et si quelqu'un doit en parler, bon ben que ce soit moi, parce qu'au pire je suis étranger, donc ça passe un petit peu plus, les gens me pardonnent beaucoup de choses. La French Touch. C'est la French Touch, voilà. Ils sont là. De toute façon, les Français, parce que eux, aux États-Unis, un Français, pour eux, c'est Pépé le sconce. Oui. Pour eux, c'est ça, quoi. Pépé le putois. Ouais. Et Dominique Strauss-Kahn aussi, je pense. On a tous envie de baiser. Oui, Strauss-Kahn ne fait pas une belle presse. Prouve encore que voilà quoi, Pépé le sconce, Pépé le Pew, il existe bel et bien quoi. Donc du coup ils sont là, ouais, mais de toute façon c'est un Français, il veut baiser tout ce qui bouge, donc ouais, il fait son show sur le hentai. Et au final, ce que je remarque, c'est qu'il y a énormément déjà de nanas qui regardent, ce qui m'a beaucoup surpris. J'ai énormément de filles qui me font des feedbacks sur GameFap, des gens qui regardent en couple, parce que au final, eh bien, la sexualité c'est tabou dans les médias américains, mais pas du tout auprès des Américains eux-mêmes. Et justement, je pense qu'il y avait un manque à combler, quoi, d'émissions pour rigoler avec la sexualité, avec des gens qui sont détachés. Et il y en a plein. Et pourtant, ils ont aucun. Eh ben, tu vois, là, je vais utiliser un mot anglais, outlet. Donc, outlet. Quoi. Ils ont aucun outlet. Pour justement pour s'y retrouver dans ce public-là, quoi. Alors que du coup cette émission est intéressante, elle parle de quelque chose qui ne parle à personne d'autre, et en plus après ça amène des discussions sur de l'intérêt justement de tel jeu, de la pratique de tel jeu, d'un point de vue psychologique, et c'est pour ça que j'en ai parlé avec Katsuni, donc je sais pas si vous avez vu cette interview merveilleuse. Ça. Hello, I'm Katsuni and you're watching GameFap. La belle Katsuni quoi, qui a été fantastique. Et d'ailleurs, la fille est tellement incroyablement gentille
et adorable que il y a pas longtemps je lui ai envoyé un tweet en disant ben voilà mon show GameFap j'aimerais bien qu'il soit sponsorisé parce que le truc c'est que j'ai besoin d'un sponsor de trucs d'adultes parce que je parle sur un truc adulte et ce serait tellement drôle si GameFab était sponsorisé par Fleshlight. Et comme je savais que Katsuni avait un contrat avec Fleshlight parce que vous pouvez acheter la Fleshlight modelée sur la vulve de Katsuni, je ne déconne pas. Alors attendez, je prends des notes parce que je ne savais pas. Je lui ai dit, est-ce que tu as un contact chez Fleshlight à qui je pourrais envoyer un mail pour une demande de sponsor? Et ben, elle m'a dit, vas-y, envoie-moi ton pitch et moi je le fais passer quoi. Et je lui ai envoyé ça et elle m'a envoyé un email quasiment dans la minute. Donc encore merci mille fois à Katsuni qui est vraiment quelqu'un d'adorable et c'est pour ça que moi ça m'a quand même pas mal fait chier quand on avait publié l'interview qui a d'ailleurs même été repostée sur newsforgamer.com ce qui est pas un petit network. Et au final, dans les commentaires, il y a plein de gens qui disaient mais Benzaï, comment tu oses avoir du respect pour quelqu'un qui travaille dans l'industrie du porno, etc. C'est quand même une prostituée. C'est les Américains qui t'ont fait ce genre de remarques, j'imagine. Alors c'est pas mal d'Américains, voilà. Mais le problème, c'est que même en Europe, il y a encore des gens qui sont tellement frustrés, je pense, ou tellement imbriqués dans leur éducation. Je vais pas nommer de religion, mais du moins c'est une éducation à la judéo-chrétienne, on va dire. Ici, c'est pas grave, nous n'avons aucun arrangement avec. Tout ce que je veux dire, c'est que même si avec le pastafarisme, par contre. Ce que je veux dire, c'est que même sans être pratiquant, certaines valeurs en fait restent à travers l'éducation, même en dehors du cadre religieux. Et donc du coup les valeurs morales sont pas les mêmes et donc il y a beaucoup de gens qui sont tellement imbriqués là-dedans qui pourrissent le blog de Katsuni tous les jours. Vous pouvez aller sur son blog perso sur les Inrock où elle donne des super infos sur l'industrie du porno, comment ça fonctionne aux États-Unis, en France, etc. Très très intéressant. En plus c'est un vrai carnet de voyage parce que c'est quand même une pole danseuse qui voyage à travers le monde. Et mais pourtant tous les jours tu vas avoir des mecs qui lui pourrissent son blog à coup de t'es une pute, t'es une salope, blablabla. Et tous les jours elle doit faire face à ça. Alors que, et donc au final, je me dis, au final, en France, on n'est peut-être pas forcément plus avancé. Je me fais juste une idée parce que moi, je suis à peu près libéré. Mais au final, aux États-Unis, des gens libérés existent aussi et des gens frustrés existent aussi et tout le monde fait valoir sa voix. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les gens regardent GameFap, donc c'est que je ne fais pas ces vidéos pour rien parce que en général, quand même, les feedbacks sont très bons parce que les gens adorent rigoler à propos de trucs sexuels et forcément ils peuvent pas attendre de ça d'un entertainer américain. Tu vois, encore un terme à la Jean-Claude Van Damme. Oui. Parce que en fait l'américain va avoir trop de mal en fait, va être là non je vais trop marcher sur des œufs, je vais pas pouvoir y aller à fond la caisse. Alors que par contre, quand tu vas aux États-Unis, les gens aiment bien rigoler. Avec Spony, par exemple, on avait débattu de est-ce que tu aimerais te faire tailler une pipe par une asexuelle, donc qui n'a pas d'organe sexuel. Du coup, elle a pas de désir et tout quoi. Et du coup, on a débattu pendant un certain temps. Vous avez quand même réussi à apprécier une bonne poussie. Oui, vous avez bu la poussie. Voilà, et on avait aussi bu. Cette boisson qui s'appelle Pussy donc. Mais ce qui m'étonne c'est combien de temps dure cette vidéo? Vous faites que sortir. Est-ce qu'elle était préparée un petit peu cette vidéo? Alors non, tout était improvisé, on a duré 30 minutes et il y a une version à moitié montée de 15 minutes. Ouais. Mais finalement tout était improvisé et même après on a retrouvé encore d'autres blagues à faire mais on a fait non, c'est bon. Tiens, justement pour les gens qui font des vidéos sur le porn, le porn. Ouais. Par exemple, nous avons Brad Jones, le cinéma snob, qui passe sa vie à ça. Enfin, il ne fait pas que ça, mais c'est quand même, à une vidéo sur 3 ou sur 4, c'est quand même... Ouais, mais justement c'est très intéressant parce que la mode des parodies de trucs porno, la mode des parodies de gros films version porno, en fait revient à la mode aux États-Unis. Private, qui est une compagnie de production américaine. En ce moment, ils bombardent à fond de Simpsons porno, Avatar porno, Pirates des Caraïbes porno, Tortue Ninja porno. Tortue Ninja porno aussi, on en a parlé. Ils balancent plein de trucs et c'est vraiment Dr House porno, Dexter porno et les DVD s'appellent vraiment This is not Dexter, this is porn parody. Et donc du coup, ils cachent le caching de ces DVD là, c'est vraiment de faire de la parodie et les Français s'y mettent un petit peu. Alors je sais pas si vous avez vu Pascal le grand frère Pineur. Non. Merde. Pascal le grand frère Pineur de Fred Coppola, c'est une merveille quoi.
Alors, ce serait bien de faire après un dîner presque parfait, une baise presque parfaite, non? Eh ben, ça existe. Et le même réalisateur a fait un plan cul presque parfait. D'ailleurs, c'est à peu près avec les mêmes acteurs que ça a dû tourner la même journée. D'ailleurs, je pense que le grand frère Pinner. Mais c'est des films qui sont hilarants, quoi. Et du coup, tu te dis, mais bon sang, pourquoi ça s'est perdu finalement à une époque là, fin des années 90, début 2000, c'est un peu perdu, quoi. Que je me souviens avoir vu un excellent, enfin, du moins très très drôle Matrix. Oui. En américain qui était fabuleux parce que les effets spéciaux à un moment parce que par contre c'est vraiment Matrix mais avec du cul dedans, donc là c'est presque même pas une parodie, c'est juste Matrix mais avec une sexualité dedans et donc t'avais un super effet spécial quand tu sais il arrête les balles avec sa main là. Et les balles sont des espèces d'animations flash complètement pourries. C'est fabuleux, quoi. Mais t'as des agents, t'as du kung-fu, et t'as des gens qui baisent à fond la caisse, quoi. Tiens, je voulais te demander, donc tous les ans tu pars à Chicago pour faire, enfin pas forcément à Chicago, mais donc vous allez faire chaque année vous faites une vidéo pour l'anniversaire de The Game of the Glasses. Ah oui. Donc tu en as fait 3, il y a eu le Brawl, Kikassia et Suburban Night. Ouais. Tiens, et comment ça se passe d'un point de vue, est-ce que vous apportez chacun votre pièce, enfin évidemment c'est Walker, donc le Nostalgia Critique, qui a fait le scénario, qui fait la réalisation, mais est-ce que chacun apporte un petit peu sa pièce à l'édifice, ou alors est-ce que il est relativement strict en tant que réalisateur? Alors non, pas du tout. Du coup en fait ce qui se passe le plus souvent c'est que Doug essaie de se tenir au courant autant que possible de tout ce qu'on fait, ce qui demande beaucoup de travail en soi. Et donc du coup quand il commence à écrire le script d'un anniversaire, il essaie de tenir compte un petit peu des univers de chacun, de l'humour de chacun. Il essaie d'écrire pour nous. Alors des fois ça colle bien, des fois ça colle un peu moins bien parce que forcément t'écris pour des gens qui ont l'habitude d'écrire leur propre truc et du coup te remettre dans leur style d'écriture c'est forcément un peu particulier. Et puis Doug a lui-même des engagements artistiques qu'il veut atteindre avec son propre film, avec son propre scénario. Mais par contre, ce qui se passe, c'est que il est très ouvert au niveau des suggestions. C'est-à-dire que la plupart du temps, en fait, il va dire bon ben voilà, ça c'est ce que tu as dans le script. Soit tu vas le voir un petit peu avant, tu vas dire non, en fait, je pense que je voudrais mieux que je dise ça. Ou alors, tu peux même carrément dire ben attends, après ta première prise, tu dis attends, est-ce que je peux la refaire autrement? Il va faire bien sûr, à moins qu'on soit très pressé, et Suburban Nights en était très très pressé parce que tourner un film de 2 heures en 4 jours, ça se fait pas tout seul. Bien sûr. Mais du coup, il est très ouvert. Donc, il y a pas mal d'ailleurs de scènes dans le film Suburban Night, dans la Final Cut, qui sont issues pas mal de ces improvisations, de ces moments où on s'est dit tiens, ou même à l'arrière, par exemple, il y aura toujours un mec qui va faire le zouave, qui va faire une tronche particulière, c'est pas écrit dans le scénario parce que par exemple, il donne très peu de direction sur les gens qui sont en arrière-plan, etc. Donc par rapport à ça, par rapport au combat, il y avait aucune direction. D'ailleurs, je pense que ça se voit pas mal. Mais non, tu peux pas dire ça. Tu es un petit peu le Jean-Claude Van Damme des blogueurs geeks. Là, tu étais plutôt le Schwarzenegger vu que je faisais Ouais. Bring that cookie down. Et donc du coup ça se passe très très bien. Il est loin d'être strict à part quand c'est la dernière truc, mais quand c'est vraiment genre le dernier jour de tournage qu'il faut qu'on atteigne tel objectif, de toute façon personne n'a envie de rigoler ou de faire du zèle. Tout le monde reste très bien et va à fond dans le truc et il va écouter ce que Doug a à dire et faire ce que Doug veut. Eh ben dis donc Benzaï, ça a l'air d'être quand même des jours intenses, mais le soir, qu'est-ce que vous faites en fait quand vous faites ces films? Est-ce que vous faites la fête? Vous allez dormir? Ben partout, qu'est-ce que tu crois? Est-ce que vous faites ça avec ou sans vêtements? Tout le monde sans doute. Alors non, en fait la plupart du temps, alors ce qui était très bien avec le tournage de cette année, c'est que comme dans le film en fait l'équipe est partagée en deux, eh bien pour la première fois on a eu un jour de repos. Ah ouais. Donc du coup on a pu se reposer, rien foutre, et donc il y a une vidéo je pense qui relate mes exploits pendant cette vidéo ce jour de repos où en fait on s'est juste bourré la gueule dans un sauna. Oui, je m'en souviens. Et après je suis fait rond comme une queue de poil dans ma chambre et je me suis réveillé à 11h du soir et j'allais manger du bacon dégueulasse chez Denise et c'est à peu près ce qui s'est passé, mais j'avais besoin de cette journée de repos. Tiens, en parlant de bacon dégueulasse, j'ai directement pensé à toi lors du vlog attention, j'ai lu ça.
de Spoonie où il explique son voyage à Vienne et où il dit oui, j'ai jamais mangé, tous les repas étaient excellents. Et toi, quand tu vas là-bas, à chaque fois tu dis que les repas sont dégueulasses. Ouais. Est-ce que c'est à ce point vrai? Alors, la bouffe aux États-Unis est dégueulasse, et pour une simple et unique raison, c'est qu'ils ont des normes très différentes par rapport à ce qu'ils ont le droit de foutre dans la bouffe. Il y a beaucoup d'exhausteurs de goût et ce genre de saloperies. Ouais, non, tout est salé, tout est gras, tout est processé à fond la caisse. Tu vois, encore un anglicisme de merde. Processed. Et donc du coup tout est ultra industriel, dégueulasse, chimique, rien n'a vraiment de goût à part cette espèce de goût de graisse saturée, enfin c'est affreux. Je pense que le seul bon sandwich que tu peux manger c'est chez Quiznos, si tu demandes un sandwich sans sauce, parce que déjà la sauce là te ruine le bide. Et donc au final c'est vrai que quand après tu vas dans des vrais restaurants bavarois ou autrichiens où on est allé et que tu manges un vrai boudin blanc, un vrai truc, alors que aux États-Unis, toutes les saucisses ont le même goût, tous les steaks ont le même goût, le bacon, t'as l'impression que le bacon sort d'une presse, quoi. Vraiment, et c'est tous les mêmes. C'est du bacon à base de plomb, en fait. C'est bon pour la santé. Le sirop d'érable, en fait, est à 100% du sirop de maïs, qui ensuite est reçu et a un goût chimique par-dessus. Donc c'est vrai que au final, la bouffe que tu vas trouver dans les restaurants, dans les petits restaurants, va de toute façon, de manière générale, pas avoir le même goût, on va dire authentique, quand tu es habitué à la bouffe européenne. Donc, pour une simple raison, c'est que même si tu avais un très bon chef, eh bien, les ingrédients qu'il va se fournir vont pas être de la même qualité, parce que au niveau de des normes en fait des produits qu'ils ont le droit de mettre ou quoi, ils ont le droit de mettre beaucoup plus de saloperies, du coup ils s'en privent pas. C'est pour ça que les boissons sont ultra saturées, pas avec du vrai sucre, enfin donc tout un goût bizarre. C'est pour ça que je suis pas du tout surpris que quand Spoonie, qui a jamais mis les pieds en dehors des États-Unis à part au Canada une fois, va en Europe, se rend compte que waouh, la bouffe est bonne, quoi. Oui, mais ça, entre le boudin blanc et le sandwich spécial d'une marque de fast-food qu'on ne citera pas, forcément, on a tous choisi le boudin blanc. Ça, c'est sûr. Est-ce que tu sais quelles sont les spécialités en Belgique, Benzaï? Les moules et puis les frites. Voilà, t'es tombé dans le piège. Hein, Rémi. Non, il n'y a pas que les moules et les frites. Hein, en revenant de la Gamescom, on est passé par la Belgique en bagnole et on s'est arrêté dans une friterie et on a mangé des mitraillettes, des fricadelles, du Beefy Burger. Est-ce que du bien gras aussi? Est-ce que tu en as pris avec toi et tu les as congelés pour plus tard, pour les chauffer au micro-ondes, comme une lasagne? Non, parce qu'il y a une friterie belge pas loin de là où j'habite et j'y allais quand j'étais au lycée, donc exactement, c'était vraiment authentique parce que c'est des Belges qui le tenaient. C'est vrai? Et, ouais, et du coup j'étais quand même déjà familier avec ce genre de spécialité là, qui est très grasse quand même, hein. Il faut le reconnaître. Attends, de toute façon, oui, mais de toute façon, un vrai cornet de frites belge n'est pas un vrai cornet s'il n'y a pas quelques morceaux de poils pubiens dessus, hein, il faut le savoir. Est-ce qu'il y avait des poils pubiens à l'époque quand t'allais dans ta friterie en face de l'école ou? Non. La vendeuse était jolie, donc ça m'aurait pas trop dérangé. Oui, faut éviter que ce soit ceux du mari, quoi. Les fameux belges. Comme ça, t'as pas besoin de cure-dent, ça fait fil dentaire, clac. Il faut te dire que Goldo essaye toujours de placer les mots poil et pubien dans une émission. Non, de temps en temps, je passe le mot scatophile, glauque et dégueulasse, je pense. Et nécrophage, mon ami. Et nécrophage et coprophage aussi. Voilà. Là, tout a été sorti d'un coup. Voilà. Parce qu'en fait, j'aimerais bien faire une review de toutes les vidéos coprophages qui existent sur Internet, mais c'est pas évident. Non. Tiens, juste une petite question un petit peu plus personnelle, parce que j'étais au Gamescom en même temps que toi. Et le truc c'est que moi j'étais tout seul, mais toi par exemple tu as un pass presse ou quelque chose comme ça, selon des événements. Et donc quand parce que moi j'avais pas le courage de faire des files, du moins la plupart. Toi tu passes devant les files avec ce genre de pass ou Alors pour la Gamescom déjà ce qui est sûr c'est que rien qu'avec un blog comme celui de la Zone Geek, tu peux l'envoyer en demande presse sur le site de la Gamescom et ils t'enverront un passe-presse tout pareil. Comme ça, tu pourras accéder à la Gamescom déjà 1 heure en avance. Excellent. Et avoir accès déjà aussi à la business area avec là où tu prends des rendez-vous et toutes sortes de choses. Et en fait, à la business area, ils vont te filer à l'accueil en fait de chaque éditeur, ils vont te filer des coupes-fils en fait. Donc du coup, tu pouvais récupérer un coupe-fil pour Skyrim, un coupe-fil pour Battlefield, et du coup après, tu pouvais retourner dans la zone publique et couper la file avec ce pass-là, quoi.
Alors que en plus l'année d'avant, t'avais même pas besoin de ça, tu t'agitais ton passe-presse comme un glandu et tu passais devant. Tu vois, un jour tu seras quelqu'un et tu auras droit à ce genre de choses. Et tu auras une cravate et tu iras travailler tous les matins à 8 heures. Le moindre blog qui a moins de 6 mois au moment d'en s'enregistrer à la Gamescom peut passer en presse. C'est quelque chose qui n'est pas assez su et pas assez dit, et du coup ça fait quand même accès à la Gamescom gratuit, et en plus tu peux y accéder 1 heure avant tout le monde, et en plus tu as accès à la journée presse, et la journée presse il y a presque pas de queue parce qu'il y a que la presse qui est là. Excellent. Ça c'est classe, ça c'est classe. À voir la prochaine fois. Tiens, au fond, nous sommes à la zone geek et il y a une chose nous faisons 90% enfin oui, 90 pardon. 90% s'il te plaît pour notre ami Benzaï. Oui, des émissions sur films d'horreur, films des années 80 pour beaucoup. Dis-moi, quel est ton film préféré? Bon, je connais la réponse, Sarah, mais quel est ton film préféré? Un film préféré, tout film confondu? Ouais. Là je vais devoir dire Conan le Barbare, de loin. Yes. De loin, version c'est fou. Original? Non, je regarde la version française volontiers. Surtout en plus par rapport à, dans la version DVD, ils ont rajouté cette scène où Conan parle. Où Conan a une vraie réplique digne de ce nom. Oui, il dit « Moi, vous en l'arrêt toilette ». Non, n'importe quoi. Non, en plus, il parle comme quoi, quand il était plus jeune, il cueillait des baies sauvages avec son père. Oui, c'est vrai, je vois Il cette se rend scène. compte uniquement maintenant que ça fait déjà 20 ans qu'il n'a vécu que dans la guerre, etc. Et donc, il est quand même blasé de voir que sa vie n'a été que violence. Et c'est une scène qui est très intéressante. Mais bon, le problème c'est que dans Conan par exemple, c'est pas grave si Conan parle peu, parce que de toute façon la bande originale parle pour le film, parle pour tout. C'est mieux, j'adore les scènes justement dans Conan où c'est silencieux et on le voit et tout est dans... Ah bah oui, non, je vais presque te citer, mais tout est dans le corps de Schwarzenegger ces scènes sont magiques. Il a une forme d'intelligence corporelle, on peut le dire. Et oui, mais bien sûr qu'il a une intelligence corporelle. Tu ne deviens pas 8 fois Monsieur Univers. On l'oublie souvent, mais tu ne deviens pas 8 fois Monsieur Univers sans avoir un contrôle parfait sur ton corps, et pas seulement juste la musculature ou quoi que ce soit, sur comment tu présentes ton corps. Et comment tu bouges aussi, c'est clair. Parce que sur Monsieur Univers, si vous regardez le documentaire Pumping Iron, ils vont t'expliquer la science de montrer son corps sous la bonne lumière, avec la bonne pose, etc. Et c'est une science, c'est un art. Et donc il y avait des gens qui étaient plus gros, plus big, plus musclés que Schwarzy lors du Monsieur Univers où il a été couronné pour la 8e fois. Et pourtant c'est Schwarzy qui a gagné, parce que c'est lui qui a la plus belle prestance corporelle de son époque. Et d'ailleurs peut-être même de l'histoire, parce que si tu regardes maintenant les nouveaux Monsieur Univers, ils ressemblent à des buffles. Il ressemble au troll dans Le Seigneur des Anneaux en fait. Alors que Schwarzenegger avait la figure herculéenne parfaite, et tu n'obtiens ça qu'en étant un poseur de génie, et c'est ce qu'il était. Donc c'est pour ça que c'était parfait dans Conan, quand t'avais juste la musique pour mettre en valeur les sentiments et les poses qui en disaient long sur ce qui passait dans la psyché du personnage. Donc Conan, incroyable. Et justement Benzaï, est-ce que tu aimerais revoir les poses de Schwarzenegger dans un certain film qui s'appelle Terminator 4, 5 maintenant? Ah, dans Terminator 5. Est-ce que tu es au courant un petit peu de ce qui se passe dans le 5? Parce que nous avons quelques news, mais je ne sais. Vous avez des infos sur le 5? Alors non, parce que après le 4, en fait... le Salvation. La seule bonne scène, c'était quand il y avait Schwarzy. Exact. Par contre, là, j'ai halluciné et ça m'a bien réveillé. Ah oui, à fond. Pas mal fait finalement, hein, je trouve la modélisation assez étonnante. Incroyable. Bah, surtout par rapport à Jeff Bridges dans Tron 2, c'est vrai que là... Et Tron 2. Dans Tron 2, exactement. Dans Tron 2, un grand film sur l'histoire scatophile. Enfin. Non, mais en fait... Je ne savais pas que Terminator 5 s'avançait à grands pas, mais si... Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que il y a du Schwarzy. On va comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont tous la tête de Monsieur Schwarzenegger, en fait. Ben c'est normal. Enfin, pour moi, ça coulait de source que Schwarzenegger soit le montage en série du T800, parce que de toute façon, par exemple, si tu prenais le jeu sur Mega Drive, tu tuais des Schwarzy en pagaille. Parce que c'est un robot qui, la façon dont son crâne est sculpté, et que pour moi les données qui font le tissu musculaire, voilà, il a un template qui est celui de faire la gueule à Schwarzy, il fait la gueule à Schwarzy, point barre. Pour moi, si c'est un robot produit en série, c'est normal qu'il ait la gueule à Schwarzy, et c'est pour ça que je trouvais ça pourri dans le pilote de Sarah Connor Chronicles.
qui est une série de merde, et le premier Terminator que tu vois, c'est un T800. Il a une gueule à chier, quoi. Et t'es là, mais qui c'est ce gars-là, quoi? C'est pas un T800, alors dites que c'est autre chose, mais ne j'en fais pas ça. C'est un T750 en fait, juste avant la sortie du 800. Mais c'est T800 qui fait que Wi-Fi, il est pas en 3G, c'est pour ça que c'est pas l'acceptation. c'est pas la version 3G. Attends, tu imagines un petit peu faire une partie de poker avec 8 T800 avec la gueule de Schwarzenegger chez toi, c'est génial. Je leur mettrais des soubrettes ou des tabliers de cuisinier. C'est difficile de lire leur visage pour savoir ce qu'ils ont comme carte. C'est le problème. Tiens, juste un petit détail encore cinéma, tant que j'y suis. Je crois que tu es assez fan de 2 Takeshi différents, Takeshi Miike et Takeshi Kitano. Oui, alors là, oui, fan, c'est peu de le dire, quoi. Même si j'ai pas encore tout vu, parce qu'ils ont des filmographies tellement pléthoriques. Est-ce que oui, alors Takeshi Kitano et Takeshi Miike. Kitano est quand même plus discret ces derniers temps. Mais alors Miike, par contre, lui, c'est tout l'inverse, quoi. Il est hyper actif, ce gars. Il fait ça par an, quoi. On a vu au festival de films fantastiques de Bruxelles cette année son dernier film c'est 13 assassins. 13 assassins, ouais, qui était excellentissime. Ça doit être bien, ouais. Ah, il est assez différent de ce qu'il fait d'habitude, en fait. Il est pas très violent, c'est un film très psychologique. Non, très bien, parce que moi, mon film préféré de Takashi Miike, c'est Visitor Q. J'avoue qu'à l'époque, il m'a laissé une drôle d'impression. Monsieur Benzaï, vous êtes un homme de goût. Ah oui, non, mais le film ne te laisse pas indifférent, mais alors là, par contre, parce que les geeks peuvent parler, enfin les geeks, je parle pas de vous, mais par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de gens par exemple sur les networks américains, notamment dans mes commentaires, de gens qui vont parler très longtemps, genre pourquoi, je sais pas quoi, pourquoi le premier film Transformers c'était pas si mal, pourquoi, tu vois, ils vont prendre des grosses merdes hollywoodiennes, et ils vont essayer d'en faire quelque chose d'un peu plus artistique, de trouver quand même, de dire ah ouais non mais tu vois l'interprétation dans tel blockbuster c'était bien, blablabla, mais au final, pour moi, un film qui aurait mérité l'Oscar de meilleur film, si tu veux, en fait, c'est que dès qu'après tu vas commencer à parler de films qui ont vraiment une substance artistique avec un vrai potentiel d'interprétation, et ils vont me cracher la gueule, ils vont faire qu'est-ce que c'est que cette bizarrerie, et ils vont tout de suite la gerter. C'est pour ça que je suis très content qu'on ait quelqu'un maintenant sur les règles de Glacis qui s'appelle Owen Citizen, qui fait une série qui s'appelle Brows Held High, qui veut dire les sourcils en l'air, parce que il va présenter des films super artistiques, super sophistiqués, et il va essayer un petit peu de te donner quelques clés pour les comprendre, et notamment il a fait Naked Lunch de Cronenberg, qui était un contest. Excellent. Et au final, voilà, j'étais très content de voir quelqu'un comme ça, parce que c'est là, voilà, enfin quelqu'un qui explique que, désolé quoi, mais si vous voulez vraiment commencer à parler cinéma, il faut aussi quand même comprendre que il existe une vraie classe de cinéma artistique qui n'a rien à voir avec quand vous trouvez que, je sais pas moi, Jurassic Park c'était artistique quoi. Mais attends, comment tu peux dire que Jurassic Park c'est pas artistique? Attends, au moment où le raptor te regarde, il y a aussi une intelligence corporelle là quand même. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, tu vois, parce que bien sûr qu'il y a des artistes phénoménaux qui ont travaillé sur Jurassic Park, ça, je ne dirais pas le contraire. Mais c'est que par exemple, en fait, tu vois, mon gros débat en ce moment, c'est Sucker Punch. Voilà, alors ça. Je n'ai pas vu, malheureusement. On l'a toujours pas vu, hélas. On n'a pas fini de débattre sur Sucker Punch, et le monde geek n'a pas fini de débattre sur Sucker Punch, contrairement à ce que voudraient en dire ses détracteurs. Pourquoi? Parce que en plus, les Américains alors se branlent, se paluchent, mais 24 heures sur 24 sur Inception, parce que c'est compliqué, mais par contre tout est expliqué. Inception, c'est à fond la caisse, on va t'expliquer tout, comment marchent les rêves, comment marche le truc, etc. pour te faire croire que t'es intelligent et que t'as tout compris au film. Parce qu'il donne des clés super compliquées. Matrix marche un petit peu comme ça, même s'il est un peu plus vague et un peu plus métaphysique, parce que Inception, lui, rien de métaphysique. Hein. Alors là, c'est un jeu vidéo. Quoi. Alors que, et du coup, par contre, quand un film comme Sucker Punch arrive, et que du coup, les Américains n'arrivent pas à tout foutre littéralement sur le papier en disant mais attends, qu'est-ce qui s'est passé là, et puis pourquoi c'est pas comme ça, etc., sans comprendre que justement le film prend sa propre vie et te laisse un peu sur le carreau, parce que voilà, c'est comme ça. Mais si t'as déjà vu, je sais pas moi, Vidéodrome, quoi, ça devrait pas quand même te choquer, quoi.
Ça, c'est la classe Vidéodrome, très grand film. Voilà, Vidéodrome, c'est la grande classe. Mais le problème, en fait, c'est que Sucker Punch, les gens voient du Snyder, donc ils font, ça va être un film qui va pas péter plus haut que son cul, alors qu'au final, c'est un film qui a une portée quand même qui est assez poussée. Pour moi, Sucker Punch, c'est un petit peu le Avalon américain, quoi. Et encore, je trouve même qu'il est mieux qu'Avalon, parce qu'Avalon, quel chiant. Il y a la musique. Oui, voilà, il y a la musique. Alors par contre, dans Sucker Punch, il y a aussi une super BO incroyable. Et en plus, c'est pas chiant. Tu vois. Et puis il y a des jolies nanas. Du coup, tu te retrouves avec ce problème, en fait, c'est que du coup, quand tu dis, mais non, mais regardez, il y a de l'interprétation, il y a vraiment genre, tu peux peler l'oignon, comme on dit. Des couches et des couches et des couches d'interprétation sur ce film parce qu'il est fait avec énormément de soin, il est fait de façon avec une démarche complètement artistique et il est fait, oui, bien sûr, sur du symbolisme à l'état pur, et c'est pas juste des nanas en bikini qui shootent des zombies, parce que ça c'est genre une scène de 3 minutes dans le film, donc arrêtez de nous faire chier. Et donc du coup, le problème en fait, c'est que les Américains ont du mal, justement. Ils vont commencer à essayer de te dire que voilà, tel film c'est bien, parce que c'est bien interprété, il se passe ça. Mais par contre, dès qu'un film va sortir un petit peu du carcan de voilà quoi, désolé, mais ça c'est un petit peu une œuvre qui est un petit peu à elle-même et qui appartient un petit peu à l'auteur, et c'est à vous un petit peu de trouver les clés, surtout en fait de travailler sur votre ressenti. Et ben là, il y a plus personne. Et donc j'ai rien compris, c'est de la merde. Bon, c'est un petit peu là, c'est un gros raccourci, parce que je dis pas que tous les gens qui ont trouvé que Sucker Punch c'était pas bien, c'est parce qu'ils ont rien compris. Même s'il y a une part de vrai là-dedans, mais ce que je veux dire, c'est que dès qu'en fait il va y avoir un film ouvert à l'interprétation, en fait il y aura beaucoup moins de gens par rapport à un public anglophone, ou en tout cas pas les fans de films geeks hollywoodiens, parce que il y a des films geeks hollywoodiens qui ont une portée phénoménale, genre le premier Tron par exemple, génial. Le deuxième Tron caresse même quelques sujets métaphysiques, mais alors dès que j'ai commencé par exemple, tu vois, à dire que d'ailleurs je prépare une vidéo sur Tron Legacy, mais dès que je vais commencer, je suis sûr que dès que je vais commencer à dire que dans Tron Legacy c'est bien parce que on a une forme de vie qui s'est créée à partir du chaos et non pas à partir de l'organisation, et du coup en fait comme le premier Tron c'était par rapport explorer pas mal le fait en fait que qu'est-ce que ce serait d'être un dieu à l'échelle humaine, d'être en fait tu es un homme, mais en fait à l'échelle de l'informatique tu es devenu le dieu créateur. Ouais, et qu'est-ce qui se passe quand en fait la création, en fait ta vraie merveille, c'est pas ta création, mais c'est en fait ce qui s'est créé à partir du chaos que tu as laissé tout seul. Et ben ça, désolé, mais c'est un thème complètement athéiste, en fait, complètement athée sur la théorie. Enfin, c'est darwinien, si tu veux. C'est c'est désolé, l'intelligent design, donc la théorie de la création, ben en fait c'est faux. Tron Legacy en fait explore ça à l'échelle justement, de nouveau à cette échelle de homme face à la machine, où l'homme se pose en créateur, Dieu le Père, et au final c'est la création elle-même qui se crée spontanément à partir de débris qui n'ont même pas été vraiment créés. Et donc du coup tu as ce thème comme ça athée, enfin peut-être pas athée mais darwinien on va dire, évolutionniste. Mais le problème c'est qu'aux États-Unis évolutionniste ça veut dire athée, parce que les gens qui lisent la Bible ils croient pas à la théorie de l'évolution. En gros, faut aller voir le magnifique musée du créationnisme avec des dinosaures avec Jésus. Voilà. Non, avec Adam et Ève, pardon. Des dinosaures avec Adam et Ève. Magnifique. Voilà, et ils font des choses ensemble. Donc, tout ce que je veux dire, parce que bon là je fais pas mal de raccourcis, j'en suis conscient, mais tout ce que je veux dire c'est que dès que je vais commencer à parler de Tron Legacy qui explore un petit peu le thème darwinien avec cette forme de vie qui s'est créée à partir du chaos, et bien je t'assure que je vais avoir des gens qui vont ouvrir des hublots comme ça avec les yeux et qui vont faire mais qu'est-ce que c'est que ça Benzaï quoi. Je suis sûr que t'essaies pas de nous faire gober ton agenda propagande athée avec ton truc, mais désolé quoi. En plus déjà tout ce qui se passe dans Tron, y a rien de plus païen les mecs. Hein. Jésus approuve. et Dieu créa les ordinateurs. Et Dieu créa un jeu. Et Dieu créa le frisbee. Je vais juste préciser que nous n'avons déjà plus que quelques minutes. Mais bien justement Benzaï, on va passer du coq à l'âne complet. Parce que voilà, je vais te proposer un dilemme. Je vais te donner 3 engins, tu vas devoir en choisir un et me dire pourquoi. Tu dois choisir le Faucon Millenium, une DeLorean qui voyage dans le temps, ou le vélo d'E.T. Ah. Alors déjà le vélo d'E.T. on en a rien à branler ça. Attends, mauvaise réponse, mais c'était celui-là qu'il fallait choisir, c'est génial. Non mais il vole pas tout seul.
Si, avec Pourquoi le E.T. vélo d'E.T. avec E.T. dans le panier, hein, je rassure. Le vélo d'E.T. avec E.T. dans le panier. Alors déjà, E.T. moi il me fout la gerbe, il est dégueulasse. Pour Il draguer fait un c'est truc terrible. possible, il fout le bordel dans ton frigo, il boit ta bière. En plus, quand il est bourré, c'est toi qui vomis. Alors génial, super, merci du cadeau. Et en plus, je suis désolé, mais la DeLorean, elle vole déjà toute seule. Donc qu'est-ce que j'en ai à branler d'un vélo qui vole où je dois quand même pédaler? Voilà, enfin, C'est déjà, logique. rien que- Et en plus, l'atterrissage, c'est vraiment de la merde. Donc le vélo d'E.T., non, déjà tu. Et le Faucon Millennium, non? Non, voilà, ça se joue entre le Faucon Millennium et la DeLorean. Alors le truc, Faut qu'on s'encombrant. le Faucon est encombrant. En plus, il démarre très mal. La vitesse lumière est pas C'est géniale. fourni avec le Wookie qui sait le bidouiller. Oui, c'est vrai. On C'est est fourni avec plus le haut. Wookiee. Bon, Et la DeLorean est fournie avec les Libyens. c'est que la DeLorean, l'avantage, c'est qu'avec la DeLorean, comme elle va dans le futur, tu peux aller tellement loin dans le futur qu'après tu peux en fait en faire un vaisseau spatial, j'en suis sûr. Tu peux aller genre Avec Goldie Winson 28, qui va Voilà. t'accepter en vaisseau spatial. tu peux en faire un vaisseau spatial et du coup passer en hyperespace avec la DeLorean, ça je suis sûr que c'est possible si tu vas plus loin qu'en 2015. Donc du coup, franchement, je pense que je choisirais la DeLorean parce qu'en plus elle a la classe, elle est beaucoup plus compacte. Pour les nanas, je pense que c'est plus facile de draguer avec une DeLorean qu'avec Avec un vélo d'E.T. Surtout que Bah, attends, il grille les vaisseaux de l'Empire en vitesse pure. C'est vrai. Oui, mais bon. allez, non, allez, voilà. Après, si c'est pour aller à plus de 12 parsec, unité de. Unité de Eh bien, temps, bon choix, Benzaï. Bon choix, Parce que avec la Benzaï. DeLorean, si jamais tu vas 2000 ans dans le futur, tu peux voir l'arrière petit-fils du vieux Peabody. Voilà. Mais Ben, là-dessus, nous sommes sur la fin, malheureusement. Ah, c'est dommage. Eh oui. Ah, mais moi j'avais une dernière question pour Benzaï. Ah, Alors c'est un petit peu l'œuf de Pâques. Est-ce que tu as déjà fait la voix de Berry en français? En français, est-ce que je l'ai fait Non, je crois pas. Ah bah c'est pas Je ne m'en souviens pas. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit Berry en français? Alors en fait, le problème, c'est que la voix de Berry en anglais est calée sur la voix de Sammy française de Scooby-Doo. Ah, Est-ce que Scooby-Doo il parle. Enfin, parce que Sammy il parle comme ça, oh, attention au fantôme du jardinier! information intéressante. oh, je suis un geek heureux. C'est baraque! Et suivant les années, parce que Sammy a quand même changé pas mal de voix. Des fois, il parle plus comme ça. Donc en fait, la voix de Berry est calée entre Snarf des Cosmocats, oh, Snarf. Snarf, et la voix de Sammy dans Scooby-Doo, quoi. C'est plus comme ça! Et donc du coup, en fait, la voix de Berry est calée sur ça. Donc le problème, c'est que la voix du coup française de Berry devrait être différente parce que tu te retrouves. Sinon, ce serait la voix de Sammy. Ce sera ce que je viens de faire. Wow. Voilà, donc du coup, je t'ai sorti une explication même très détaillée par rapport au processus créatif de ma peluche. Ah ben ça me perfore le fondement. Oui, eh ben Nurgle est un homme heureux ce soir. Il va pouvoir lui aussi mettre un cadre de Splinter sortant de la piscine dans sa chambre. T'as été très perturbé par cette vision. Oui, Benzaï, oui, on t'enverra une photo de cette photo. D'ailleurs, quand vous avez parlé des Tortues Ninja, je veux juste mentionner, est-ce que les mecs, vous avez vu le film Casey Jones The Movie? Pas encore. Pas encore, hélas. On en a parlé, mais on ne l'a pas encore vu. Il paraît que c'est la classe. On a vu le trailer. Hein. C'est la classe internationale. Hein. Franchement, ils pourraient juste, s'ils vendaient ça en pitch, ou du moins, tu vois, comme démo technique, pour dire s'il vous plaît les mecs, est-ce qu'on pourrait faire un film Tortue Ninja maintenant et débloquer les sous, etc. Quoi. Ils te donnent une confiance monstre dans le fait que ces mecs-là qui sont occupés de ce projet, ils pourraient te refaire une Tortue Ninja, mais vraiment ultra jouissive, ultra dark, bien violente, bien et excellente et bariolée et tout, et du coup ils pourraient te faire genre les Watchmen Tortue Ninja, quoi. Excellent. C'est incroyable, hein. Franchement, Casey Jones, j'ai pris une grosse purée, mais si vous avez vu le trailer de 3-4 minutes où il te montre vraiment presque toutes les scènes du film, Oui, en plus il y a la musique du premier Tortue Ninja qui est vraiment très cool. Et en fait le trailer parle par lui-même, parce qu'après en fait c'est le film reste quand même pas mal dans le côté démo technique, genèse. C'est assez rapide, hein, ça dure pas plus de 60 minutes, mais alors quel pied monumental de voir ce projet de fan. Je pense que c'est le plus beau projet de fan que j'ai vu depuis un moment, hein, et pourtant surtout quand je vois par rapport en fait à ce film Megaman,
Je sais pas si vous avez vu ce film Megaman, qui est pas génial, quoi. Et pourtant, il s'est accaparé les médias pendant un bon moment, enfin du moins les médias spécialisés, j'entends, pendant un bon moment. Et là, il va faire un fan film Sonic avec un Sonic en CG que je prévois qui va être vraiment. Joué par Leonardo DiCaprio. Casey Jones de Movie. Et qui c'est qui va jouer le renard? Le renard, je sais pas. Non, je pense qu'il y aura que Sonic, et parce qu'il a réussi à avoir il a réussi à avoir Steve Urkel pour faire la voix. C'est ça son gros truc. La voix originale dans le dessin animé. Voix originale du dessin animé pourri, super. On est vraiment très heureux. Donc voilà, mais ça c'est le problème, c'est qu'aux États-Unis, il y a des gens qui ont envie de voir le Sonic, le cartoon de merde. Goldo, je t'arrête parce que nous dépassons déjà largement le temps. Oh là là, mais je voulais juste vous dire une dernière chose très importante. Il y a un faux trailer qui circule sur le film Tetris. Regardez-le. Je l'ai vu, pas mal. Très bien. Pas mal du tout. Mais limite, on pourra pour une autre émission refaire ça. Tiens, je m'entends en dos. Oui, bien sûr. Ce fut un plaisir de t'avoir, en tout cas, Benzaï, et tu es le bienvenu quand tu veux. Pas de problème. T'es très sympathique. Je vous donnerai pas le numéro de téléphone, malheureusement. Oh mon Dieu. Mais ceci dit, Benzaï, nous t'invitons peut-être à venir de temps en temps faire des reviews ici en Belgique. Parce qu'il y a pas mal d'événements très sympas qui sont organisés. Et il y a des choses sympas comme le Festival du film fantastique. Et des élections présidentielles. Non, ça jamais. Non, ça jamais. On préfère vivre sans gouvernement. Ouais. C'est marrant, j'étais à Paris il y a 2 jours et on n'a pas arrêté de me charrier là-dessus. C'est sûr, ça m'étonne pas. Mais voilà, nous sommes au mot de la fin. Ah oui. Nurgle, ton mot de la fin? Alors, mon mot de la fin, je sais que je cite souvent le professeur Winkman, mais ce sera à nouveau le professeur Winkman avec « Arrêtez de me fixer avec vos yeux de merlan frit, Janine ». Oh. Moi, mon mot de la fin vient d'un film qu'on a très peu cité dans la zone geek, mais je vais quand même vous citer cette phrase. Est-ce que c'est toi, John Wayne, ou est-ce que c'est moi? Qui a dit ça? Pardon, excusez-moi, ça m'est sorti tout seul. Moi, je vais citer un film que je n'ai vu qu'en anglais, donc je vais le citer en anglais. C'est If I take one more step, I will be the farthest away from home I've ever been. Oh, c'est tellement gay quand ils savent. Ah oui, ils sont très gays, mais c'est pas grave. Mr. Frodo. Mr. Frodo. Si vous permettez, moi je vais citer la meilleure comédie sortie l'année dernière, Black Dynamite, avec Anaconda Malt Liquor Gives You. Excellent film que j'ai vu grâce à toi, Ben. C'est vrai. Et c'est un putain de bon film. Un putain de bon film. Un putain de bon film. Artistiquement, c'est encore le 10 sur 10, quoi. Au niveau du cahier des charges, de la parodie / hommage, c'est vraiment, y a rien à redire, quoi. C'est vraiment parfait, c'est génial. C'est une des meilleures parodies de films depuis Hot Shot 2, quoi. C'est incroyable, quoi. Vraiment, là, Black Dynamite, que dire à part acheter le DVD et regarder-le avec les commentaires, c'est génial, quoi. C'est incroyable, quoi. Ah, je plus sois, quoi. Bon, et bien là-dessus, nous visons à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye bye bye. Je ne vous oublierai jamais. Ciao, Benzaï.